Du coup, je présente Nicolas Klein, qui est spécialiste du monde hispanophone et plus particulièrement de l'Espagne, donc agrégé d'espagnol, ce qui est très très important pour comprendre la culture d'un pays. Il faut d'abord connaître sa langue, chose très importante. Donc il est sorti de l'École normale supérieure de Lyon il y a quelques années, donc c'est quelqu'un de compétent, de compétent. J'espère. Donc je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps, je vais laisser place à la conférence de ce soir. Donc c'est bon là, tout le monde m'entend? Donc déjà je vous remercie d'être venus, je remercie le Cercle Gutenberg de m'avoir invité, tous ceux qui ont rendu possible cette conférence, hein, j'oublie pas les petites mains, notamment les couleurs d'affiches, voilà. Et du coup, je vous remercie aussi d'être venu pour une conférence dont le sujet peut paraître un petit peu pointu, en tout cas pas forcément facile d'accès au grand public. Donc qui concerne en fait la défense espagnole. Alors le titre de la conférence exactement, c'est la défense espagnole entre l'OTAN et la menace terroriste. Donc je vais parler de l'OTAN, je vais parler de la menace terroriste, mais pas que, je vais parler de toute la politique de défense et de sécurité de l'Espagne en général. En tout cas, je vais essayer d'être suffisamment clair et synthétique, puisqu'on pourrait y passer des jours, et que même moi, j'ai pas envie d'y passer des jours. Donc on va essayer de faire ça au mieux. Je voulais, juste avant de commencer vraiment de rentrer dans le vif, faire une petite précision. Il y a, dans une conférence, même une conférence d'une heure, il y a des éléments qu'on n'aborde pas, ou qu'on aborde qu'au passage, qu'en les effleurant. Et parfois, dans les commentaires sur les vidéos de mes conférences, il m'est reproché de ne pas aborder tel ou tel sujet qui serait indispensable, fondamental, et donc du coup j'ai raté toute ma conférence. Bon, chacun a le droit d'avoir l'avis qu'il veut, simplement, si les gens veulent voir absolument aborder un sujet, soit ils m'invitent, soit ils font leur propre conférence, mais voilà, je sais encore ce que j'ai à mettre dans mes conférences et ce qui me paraît fondamental. Voilà. C'était juste une petite précision amicale en passant. Voilà. Une fois que ça a été fait, on peut rentrer dans le vif du sujet. Et une toute petite introduction très rapide. Une introduction qu'en fait je fais très souvent quand je fais une conférence sur l'Espagne, parce que je fais souvent des conférences plutôt politiques, diplomatiques, géopolitiques sur l'Espagne. Et très souvent en fait ça ne paraît pas très naturel aux gens de parler de la politique, de la géopolitique de l'Espagne, ou bien de la défense espagnole par exemple, dans le sens où c'est pas un pays auquel on penserait a priori pour parler de politique ou de défense, c'est pas un pays qui nous paraît crucial pour comprendre les grands enjeux politiques ou de sécurité du monde actuel. Mais je crois qu'au contraire, du point de vue de la défense, du point de vue de la sécurité, non seulement de l'Espagne en elle-même, mais aussi de toute une partie de l'Europe, du bassin méditerranéen et même, allons jusqu'à dire du monde, c'est un pays qui est important. Indispensable, j'en sais rien, après tout, personne n'est indispensable, mais c'est un pays qui est important par son passé, par sa position, par sa taille respective dont je vais parler. Donc ça me paraît quand même intéressant d'aborder ce sujet, d'aborder le sujet de la défense et de la sécurité espagnole. Alors je vais essayer de procéder en 3 points. Dans un premier point, je vais essayer de parler un petit peu de tout ce qui est de l'ordre de la défense espagnole en elle-même, c'est-à-dire l'armée espagnole. Qu'est-ce qu'on peut en dire à peu près aujourd'hui, les grands traits. Tout ce qui est complexe militaro-industriel espagnol aussi, un sujet dont on ne parle jamais en France, pourtant assez intéressant me semble-t-il. Et puis ensuite dans un deuxième point, je vais essayer de parler un petit peu des rapports entre l'Espagne et l'OTAN, aborder un petit peu ce sujet qui est crucial et qui est complexe. Les rapports entre l'Espagne et l'OTAN sont assez complexes. Et puis dans un troisième temps, je vais parler entre autres choses du terrorisme. Je vais essayer d'élargir un tout petit peu l'angle d'attaque et parler de tout ce qui est plutôt en général sécurité, donc ça inclut le terrorisme, mais pas seulement. Alors, donc on va essayer de passer à notre première partie. Donc, voir un petit peu la défense en Espagne, l'armée en Espagne, qu'est-ce que ça représente, c'est quoi le complexe militaro-industriel en Espagne, qu'est-ce que ça pèse, etc., où on en est, notamment dans l'actualité la plus récente. Et tout de suite, donc, il faut dire que l'Espagne a une armée principale composante de la défense d'un pays, pas la seule, mais à mon avis la principale, une armée modeste à l'échelle mondiale, relativement modeste à l'échelle européenne, souvent en restructuration d'ailleurs, mais avec des atouts, et de façon générale, le secteur de la défense en Espagne, notamment le secteur militaro-industriel, a quelques atouts. Alors on va essayer de voir un peu tout ça. Donc déjà, parler un petit peu de l'armée en elle-même, de l'armée espagnole. J'avais utilisé un titre
qui me paraît suffisamment synthétique. J'avais dit une petite, entre guillemets, armée pour une grande puissance moyenne. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? L'Espagne est une grande puissance moyenne. L'Espagne, ça fait à peu près, je resitue rapidement quelques chiffres, ça fait à peu près 46 millions d'habitants. La France, on en a 66-67. C'est à peu près 505 000 km² de superficie. C'est quasiment comme la France. À la France, c'est 550 000. C'est le deuxième pays le plus vaste de l'Union européenne. Avec, comme la France, une ouverture sur 2 façades maritimes, la Méditerranée et l'Atlantique. Et pour parler économie, en 2016, un PIB nominal qui fait à peu près 1113 milliards d'euros. Pour vous situer, selon les classements, c'est entre la 12e et la 14e puissance mondiale économique. La France est à peu près le double. En termes de PIB, c'est à peu près 2115-2120 milliards d'euros en 2015, pour le coup. Donc, l'Espagne, c'est le 5e plus grand, entre guillemets, pays de l'Union européenne, si on prend un petit peu en compte tous les facteurs, démographie, économie, et le 4e plus important de la zone euro. Donc, j'appelle ça une grande puissance moyenne, pas une petite grande puissance, une grande puissance moyenne. La distinction peut être un peu byzantine, mais bon. Alors pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que c'est pour comparer la taille relative de l'Espagne, ce qu'on pourrait attendre de son armée, et ce que son armée est vraiment. Alors, l'armée espagnole, pour parler chiffres, à la fin de l'année 2016, selon les chiffres auxquels j'ai pu avoir accès, en tout cas tout ce qui est secteur de la défense en Espagne, c'est 126 000 personnes, 126 000 employés. Au sein donc de divisions militaires, donc, qui comptent évidemment l'armée de terre, la marine, l'armada, l'armée de l'air, la garde royale, ce qu'on appelle l'unité militaire d'urgence, qui est une création relativement récente et qui sert à gérer notamment les cas de grandes catastrophes ou tout ce qui est menace face au terrorisme, porter assistance aux populations civiles. Et elle est intervenue récemment d'ailleurs au Chili. Vous savez que récemment le Chili a eu de très grands incendies. Et l'unité militaire d'urgence est intervenue, entre autres, avec aussi les pompiers français et les pompiers portugais pour aider, pour prêter main forte aux Chiliens. Et à leur départ, les membres de l'unité militaire d'urgence, ils ont été applaudis à l'aéroport de Santiago du Chili. Bon, c'est quand même, ça fait plutôt chaud au cœur, je pense, pour eux. Donc ça, et également ce qu'on appelle les corps communs de l'armée, c'est-à-dire le service juridique de l'armée, le service d'inspection des armées, le service sanitaire des armées, et quand même, très important, le service musical des armées. C'est Clémenceau, je crois, qui disait, c'est assez cruel, qui disait, juste une incise, qu'il suffisait de mettre militaire derrière un mot pour lui faire perdre tout son sens, et il citait l'exemple de la musique militaire. C'est cruel. Mais en tout cas, voilà, donc c'est l'ensemble, en fait, de 126 000 personnes sur l'ensemble de ces corps. Donc c'est pas uniquement des militaires, c'est aussi des civils qui, administrativement, juridiquement, sont engagés par le ministère de la Défense. Alors, 126 000 personnes, je pense que, si vous êtes comme moi ça ne me disait pas grand-chose en soi, je n'arrivais pas à estimer l'importance relative de 126 000 personnes, de cet effectif employé par le ministère de la Défense espagnol. À titre de comparaison, en France, il y a 366 000 personnes, d'après les chiffres que j'ai trouvés, 366 000 personnes employées par le ministère de la Défense. C'est à peu près le triple, alors que la population française fait moins du double de la population espagnole. Alors il n'y a pas que la population à prendre en compte, mais disons déjà on note un certain décalage entre les deux pays de ce point de vue-là. Alors je continue un petit peu ma comparaison, puisque c'est la comparaison qui sera la plus parlante pour nous entre la France et l'Espagne. Au niveau du budget, quel est le budget du ministère espagnol de la Défense? Ça, c'est des chiffres qui viennent de l'inspection générale de l'administration de l'État espagnol. Les Espagnols sont des gens qui aiment beaucoup l'administration. Il y a des grands corps de l'État comme en France, la statistique et l'administration, ça les connaît. Donc ce budget du ministère espagnol de la Défense en 2016 avait atteint 5,8 milliards d'euros prévisionnels. Prévisionnels auxquels il a fallu ajouter à peu près 1,6 milliard d'euros pour des dépenses inattendues, notamment de l'achat de matériel, ou bien des éléments effectivement qui ont surgi au cours d'année 2016 et qui n'étaient pas prévus. Alors là, j'ai envie de dire, la comparaison avec la France est encore plus cruelle pour l'Espagne, parce que donc j'ai dit 5,8 milliards d'euros plus 1,6, donc grosso modo on est à 7,5 milliards d'euros pour l'année 2016. La France, c'est 48 milliards d'euros prévisionnels. Rien, 16,4, 48 milliards d'euros, et encore je ne prends que le budget prévisionnel pour la France. Grosso modo, la France a un budget de la défense qui, par rapport au budget de la défense espagnole, est 6,5 fois plus important. Donc là, le décalage est encore beaucoup plus gros que pour le personnel. Et si on rapporte ça aux dépenses de l'État, pour l'année 2016, le budget total de l'Espagne, budget prévisionnel, c'était 314 milliards d'euros.
Et la loi de finances initiale de la France pour 2016, c'était 409 milliards d'euros. Donc 314, 409, il y a une différence, mais elle n'est pas abyssale. Ce qui signifie que le ministère de la Défense en Espagne, c'est 1,8% des dépenses totales, et que pour la France, c'est 11,8%. Vous voyez un petit peu le décalage qu'il y a, alors que, par exemple, les dépenses totales ne sont pas dans une différence extraordinaire. Il y a 100 milliards de différence, mais c'est pas si extraordinaire que ça entre deux pays. Pour vous situer au niveau mondial, en 2015, la France était le 7e pays au monde pour les dépenses militaires totales, et l'Espagne ne figurait même pas parmi les 15 premiers pays au monde pour les dépenses militaires totales. À titre de comparaison, alors selon les données de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les États-Unis étaient évidemment premiers en 2015, la Chine était deuxième, l'Arabie Saoudite surarmée était troisième, la Russie quatrième seulement derrière l'Arabie Saoudite, ça en dit long sur l'état d'armement de l'Arabie Saoudite. Le Royaume-Uni était cinquième, l'Inde sixième, la Corée du Sud dixième. L'Espagne n'était même pas dans les 15 premiers. La Corée du Sud, c'est un pays qui a une taille à peu près comparable, qui a à peu près le même nombre d'habitants, qui a à peu près le même PIB, à peu près le même PIB par habitant, qui pourtant est bien devant l'Espagne en termes de dépenses militaires totales. Et il y a un magazine économique espagnol, un journal économique espagnol de bonne qualité qui s'appelle El Economista. C'est pas The Economist version espagnole, c'est une autre vue, El Economista, qui comparait 165 pays du monde et qui les comparait au niveau de la dépense militaire totale rapportée au PIB. Et l'Espagne était classée 103e sur 165. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a un décalage entre la taille économique, démographique de l'Espagne, comparée à d'autres pays, par exemple, où je disais bon, la France, la Corée du Sud, etc., et l'investissement financier dans l'armée, dans le ministère de la Défense. Alors, par quoi ça s'explique? Il y a toute une série de facteurs que je vais essayer de détailler au cours de cette conférence. Il y a évidemment un des facteurs les plus immédiats, c'est celui de la crise économique et des restrictions budgétaires qui ont touché l'ensemble des dépenses de l'État, l'ensemble du budget de l'État et en particulier du ministère de la Défense. Mais ça ne peut pas tout expliquer, c'est-à-dire qu'il y a effectivement eu des restrictions budgétaires particulièrement appuyées au niveau du ministère de la Défense espagnol, mais le ministère espagnol de la Défense, avant la crise de 2008, n'avait pas non plus une taille pantagruélique. On est évidemment, bon ça tous les pays sont à des années-lumière du complexe militaro-industriel américain, mais on était déjà avant 2008, on était très loin de ce que ça pouvait être en France, au Royaume-Uni, dans des pays de taille comparable. Ça me donne l'occasion, ce constat en fait, de voir un petit peu, de faire, alors rassurez-vous, j'ai pas remonté au XVIIIe siècle ou à l'époque des tertios du XVIe siècle, mais de faire un tout petit historique depuis 1939, voir un petit peu quelles sont les grandes évolutions de l'armée espagnole, pour voir qu'en fait le problème de la taille modeste de l'armée espagnole et de la taille modeste du budget de la défense espagnole en fait remonte à assez loin. Alors, fin de la guerre civile en 1939, vous le savez donc sans doute, victoire des franquistes sur les républicains. À partir de 1939, le secteur espagnol de la défense en général, donc l'armée et puis tout ce qui va être secteur militaro-industriel, connaît des évolutions vraiment en dents de scie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une montée en puissance constante avec quelques ralentissements, ça a été vraiment en dents de scie l'évolution de l'armée et du secteur espagnol de la défense. L'armée espagnole des années 40 et 50, en fait, c'est l'armée franquiste victorieuse. Elle a hérité de ses qualités, notamment de sa détermination, de ses capacités de combat. Je ne dis pas ça spécialement pour vanter le régime franquiste, loin de moi cette idée, mais il y a une citation d'Hitler, qui était très reprise à l'époque en Espagne, parce que ça faisait très chic, qui disait « Avec un commandement allemand et des troupes espagnoles, je pourrais conquérir la Russie, mais avec un commandement allemand et des troupes allemandes, j'y arrive pas. » Parce qu'il y a eu une division espagnole, la division bleue, la division azul, qui avait été qui était une division volontaire de l'armée espagnole, qui s'était intégrée dans les rangs de l'armée allemande pour conquérir la Russie, et tous les officiers allemands étaient tombés en fait quasiment de leur chaise en constatant que ces gens-là savaient se battre dans des conditions de froid et dans des conditions parfois d'impréparation exceptionnelles. Donc l'armée franquiste a ces qualités-là, mais elle a aussi beaucoup de défauts. Il y a un nombre beaucoup trop élevé d'officiers. Ça fait un peu armée mexicaine en fait. Les équipements sont globalement vétustes ou très endommagés.
Il y a un décalage en fait entre l'entraînement et l'organisation de l'armée espagnole et les grands standards de l'entraînement et de l'organisation des armées occidentales telles qu'ils commencent à se dessiner, notamment dans le cadre de l'OTAN. Donc il y a une absence de modernisation en fait dans l'armée espagnole au niveau même logistique et de l'entraînement. Et puis il y a aussi une absence de secteur militaro-industriel réel. Il y a quelques industries qui sont en contact avec le ministère de la Défense, les industries espagnoles, mais elles sont plutôt rares parce qu'en fait il y a peu d'investissements en Espagne dans les années 40-50. L'Espagne est un pays très isolé sur la scène internationale. Je le répète toujours, mais en 1945, il y a 3 pays au monde qui reconnaissent le régime franquiste, qui reconnaissent l'Espagne, l'État espagnol. C'est l'Argentine, le Vatican et la Suisse. Voilà. Donc c'est quand même un pays extrêmement isolé. La frontière avec la France est coupée pendant quasiment 2 ans et demi, entre 1946 et 1948. C'est un pays extrêmement isolé où il y a peu d'investissements, il y a peu de commerce avec ce pays, et donc il n'y a pas de réel secteur industriel en général, mais en particulier de secteur militaro-industriel. Tout a été mis en dessous par la guerre civile. Alors ça change progressivement à partir des années 53-55. 55 c'est une date importante, c'est l'année dans laquelle l'Espagne peut rentrer dans l'ONU. À l'époque il avait fallu, ça c'était un grand classique de la guerre froide, il avait fallu mettre des pays capitalistes ou jugés fascistes par l'URSS et des pays communistes dans le lot des pays qui allaient rentrer dans l'ONU pour que personne ne mette son veto. S'il y avait eu par exemple que l'Espagne et, je dis n'importe quoi, hein, le Brésil doit être un membre fondateur, l'URSS aurait eu aucun mal à mettre son veto à l'entrée de l'Espagne. Bon, là il y avait aussi la Mongolie dans le lot qui était un pays communiste, donc ça arrangeait tout le monde. Les États-Unis ne pouvaient pas mettre un veto sur l'entrée de la Mongolie et l'URSS ne mettait pas un veto sur l'entrée de l'Espagne. Mais 55, date importante, et 53, une date importante aussi, c'est les accords de Madrid. Alors les accords de Madrid c'est quoi? Ce sont les accords entre le régime franquiste et les États-Unis. À l'époque le président des États-Unis c'est Dwight Eisenhower. Donc ce sont des accords qui ont un volet économique, mais qui ont surtout un volet politique, militaire et stratégique. Et ces accords vont permettre une rénovation progressive de l'appareil militaire espagnol, de l'armée et du secteur militaro-industriel. Ça ne veut pas dire que l'Espagne entre dans l'OTAN. En 1953, l'OTAN existe déjà. L'OTAN a été créée en 1949. Mais en 1953, par les accords de Madrid, l'Espagne ne rentre pas dans l'OTAN. Elle est toujours en dehors de l'OTAN. En revanche, ce sont des accords militaires et stratégiques qui vont lier Madrid et Washington. Notamment par la livraison de matériel américain que les Américains jugent un peu obsolète pour eux, mais qui pourrait faire l'affaire pour les Espagnols. Pas une livraison gratuite, évidemment. Il faut du business quand même. Notamment aussi par l'envoi d'officiers américains spécialisés dans l'entraînement et l'organisation de l'armée, afin d'assister l'état-major espagnol et les officiers espagnols dans la modernisation de l'entraînement et de la logistique de l'armée espagnole. Donc voilà, c'est des accords en fait aussi qui vont concerner la création de bases militaires américaines en Espagne, notamment une base extrêmement importante qui est la base militaire de Rota, près de Cadiz en Andalousie, également la base de Morón de la Frontera, près de Séville, et une base aérienne à côté de Madrid, à Torrejón de Ardoz. Donc voilà, ce sont des accords extrêmement importants. C'est des accords qui sont attendus de façon très impatiente par le régime franquiste et par l'état-major espagnol, parce qu'ils marquent à leur façon la réintégration de l'Espagne dans le jeu international et sa progressive acceptation, l'Espagne franquiste bien sûr, sa progressive acceptation dans le jeu diplomatique mondial. Il faut savoir, là aussi, on le sait très peu, mais il y a des pays qui, jusqu'à la disparition du régime franquiste et jusqu'à la démocratisation du pays, n'ont pas reconnu l'Espagne franquiste. Le Mexique, par exemple, ne reconnaît l'Espagne qu'en 1977, si mes souvenirs sont bons. Ne reconnaît l'Espagne franquiste qu'en 1977. Donc pour l'Espagne, il est vital d'avoir le soutien, notamment d'une grande puissance comme les États-Unis, d'un point de vue militaire et aussi d'un point de vue diplomatique. Alors, ces accords sont aussi attendus de pied ferme parce que l'Espagne, officiellement, fait de l'URSS et du bloc de l'Est son principal ennemi idéologique et géopolitique. Il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que ça c'était la position officielle, et la position officieuse du régime franquiste a beaucoup évolué. Le régime franquiste par exemple soutenait en sous-main Cuba de Fidel Castro, envoyait des lettres de félicitations à Ho Chi Minh au moment de l'indépendance, enfin de la victoire du Vietnam communiste sur les troupes américaines. Donc la position officielle de l'Espagne c'était le bloc de l'Est et le communisme, c'est très mal.
Officieusement, c'était un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, officiellement, voilà, il y avait toute une partie de l'état-major qui disait l'URSS, les rouges, etc. Bon, les rouges, même pas l'URSS, les rouges. Le problème, c'est que les accords de Madrid, qui donc sont signés avec Washington, sont très insatisfaisants pour les officiers espagnols, pour l'état-major espagnol, pour le régime espagnol. Le matériel livré par les États-Unis est jugé trop ancien, ou franchement défectueux par rapport à ce qui avait été annoncé par Washington, ou livré en quantité trop petite, et en plus les rapports avec les secrétaires américains à la défense successifs sont exécrables, ils sont très très mauvais. En plus, il y a des officiers, alors c'est pas le cas de Franco lui-même, ni des dirigeants civils, mais il y a des officiers espagnols qui militent pour l'entrée de l'Espagne dans l'OTAN, il y a une opposition assez forte à la fois de Franco et des dirigeants civils franquistes qui ne veulent pas, pour des questions de souveraineté nationale, et aussi de Londres et de Paris qui disent non, 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 c'est une dictature, il ne faut pas qu'ils entrent dans l'OTAN. Le Portugal de Salazar était dans l'OTAN, hein, mais bon. Donc ces officiers-là, ils disent les États-Unis pourraient faire pression sur les pays réticents pour que l'Espagne entre dans l'OTAN, et les États-Unis, en fait, bon, disent les accords de Madrid, c'est suffisant d'un point de vue militaire et stratégique, on ne va pas pousser le bouchon trop loin. En plus, la place de l'Espagne et de l'armée espagnole dans le dispositif stratégique américain en Europe, elle est vraiment secondaire en réalité. Les crédits financiers reçus sont très très faibles. Par exemple, il faut savoir que l'Espagne bénéficie de 2 fois moins de crédits militaires que la Belgique. Alors, la Belgique est dans l'OTAN, certes, mais quand on compare la taille des deux pays et la position relative des deux pays, surtout à l'époque, voilà, il n'y a pas photo si j'ose dire. Et donc ça vexe beaucoup l'état-major espagnol et le régime espagnol. Le régime espagnol qui va d'ailleurs tenter une incursion du côté de la France gaulliste. Pour ceux que ça intéresse, je détaille un petit peu ça dans le dernier numéro de la revue Perspective Libre, sur les rapports entre la France gaulienne et l'Espagne franquiste. Ils vont tenter une incursion du côté de De Gaulle en disant qu'est-ce que vous pouvez nous proposer. Il va y avoir des partenariats. Pas satisfaisants parce que De Gaulle ne veut pas s'engager beaucoup plus loin avec un régime qui reste marginal au niveau international, mais il y a des partenariats industriels qui étaient plus satisfaisants pour l'Espagne. Alors, on passe à l'Espagne démocratique, à la disparition du franquisme. Franco meurt le 20 novembre 1975, l'Espagne se démocratise progressivement et on considère qu'entre 77 et 78, 77 premières élections libres, 78 approbation de la Constitution par référendum, l'Espagne est devenue un pays démocratique homologable à l'Europe occidentale, aux États-Unis, au Canada, etc. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour l'armée et le secteur de la défense? Eh bien, il y a une rationalisation, pour le dire très gentiment et dans un langage technocratique, il y a une rationalisation agressive et sévère de l'armée espagnole, notamment sous les 4 mandats du président du gouvernement socialiste, Felipe González, entre 1982 et 1996. La restructuration assez sévère de l'armée va être une des priorités du gouvernement. Pour des questions budgétaires, parce qu'il faut absolument dégraisser le mammouth, comme disait un célèbre ministre français, et aussi parce que l'État espagnol doute, et sans doute à juste titre, de la loyauté d'un certain nombre d'officiers franquistes, qui sont des gens franquistes, de l'armée, c'est un lapsus révélateur, de l'armée qui avait été nommée sous le pouvoir franquiste, qui ont été remuants, hein, certains ont quand même soutenu ou ourdi une tentative de coup d'État en 1981, qui a failli réussir, donc le pouvoir se dit, il faut absolument tailler dans le vif, pour des raisons budgétaires, et aussi mettre tout ce petit monde à la retraite assez rapidement pour renouveler le rang des officiers, pour renouveler l'état-major, et faire en sorte que l'armée espagnole soit homologable aux autres armées de l'OTAN. Je reparlerai de l'Espagne et de l'OTAN dans ma deuxième partie. Donc il fallait effectivement homologuer l'armée espagnole aux critères occidentaux, par exemple, entre autres, en créant un ministère de la Défense unique. Il faut savoir que jusqu'à la fin des années 70, en Espagne, il y a 3 ministères de la Défense. Il y a un ministère de l'armée de terre, un ministère de la marine et un ministère de l'armée de l'air. Moi, ça me fait toujours penser au complexe militaro-industriel et à l'appareil de défense américain qui est délirant et auquel, personnellement, je ne comprends rien. Heureusement qu'il y a des gens qui comprennent quelque chose. Donc là, il y avait 3 ministères, donc là, il s'agit de créer un seul ministère, par exemple. Alors cette restructuration, elle va passer en fait par une simplification de toute l'armée en général, de tout l'appareil militaire, avec un élagage assez considérable en fait des troupes, hein. On va faire baisser le nombre de militaires, et puis une mise progressive aussi à la retraite, non seulement des officiers qui sont jugés un peu trop remuants ou pas très loyaux, mais aussi de tout le matériel militaire qui est jugé obsolète.
Ça va être tellement saignant qu'il y a des spécialistes de la défense espagnole, notamment issus des rangs de l'armée, qui dans les années 80 écrivent des articles, par exemple dans El País, en disant on va droit dans le mur, l'Espagne n'est plus défendue. On parlait de España indefensa, l'Espagne sans défense. Elle n'est plus défendue, on n'a plus une armée apte à défendre l'Espagne. Imaginons que demain, dans l'hypothèse, on soit envahi, on ne peut plus se défendre. On est obligé de compter sur les autres, et notamment sur l'OTAN, on ne pourra plus se défendre. Alors cette restructuration, elle va se poursuivre jusqu'au début des années 2000. En 2001, au début de son deuxième mandat, José María Aznar, donc le conservateur, profite de sa majorité absolue au Parlement. Il ne l'avait pas dans son mandat précédent, mais là il a une majorité absolue. Il accélère le calendrier de réforme qu'il avait prévu pour l'armée espagnole et il abolit le service militaire obligatoire. 1 ou 2 ans avant ce que demandait l'armée espagnole, enfin c'est pas que l'armée espagnole demandait l'abolition du service militaire obligatoire, c'est que le gouvernement lui avait dit on va finir par le faire très prochainement, et il avait dit d'accord, mais avec un calendrier qui est le nôtre. Et en fait il accélère le calendrier et il abolit 1 ou 2 ans avant ce qui était prévu le service militaire obligatoire, ce que les Espagnols appelaient la mili. Donc ce calendrier se fait contre l'avis de l'état-major espagnol qui pense que l'armée n'est pas préparée, mais tant pis, ça se fait quand même. Et il le fait en fait dans un consensus politique et social assez grand. Consensus politique parce que Felipe González, donc son prédécesseur socialiste, comptait le faire à terme. Et social assez grand, pourquoi? Parce que les Espagnols globalement ont une assez mauvaise image du service militaire obligatoire, qui remonte à assez loin. Par exemple, quand la monarchie était restaurée en Espagne à la fin du 19e siècle, le service militaire obligatoire était obligatoire théoriquement pour tout le monde, mais en fait les plus riches y échappaient systématiquement en payant un droit d'exemption, et donc en finançant auprès d'une famille pauvre l'engagement de jeunes hommes qui n'avaient pas d'autre perspective financière. Et puis tout au long du XXe siècle, pour tous les opposants à la dictature d'abord de Primo de Rivera dans les années 20-30 et puis ensuite à la dictature de Franco, c'était aussi le service militaire rentré dans les rangs d'une institution qui était au service d'un régime dictatorial, et donc le service militaire espagnol avait une très mauvaise réputation. Donc du coup, il y a un consensus politique gauche-droite et un consensus social assez fort pour ça. Alors, c'est tout cet élagage, cette restructuration très violente de l'armée espagnole, elle va passer inaperçue à la fois en raison d'un consensus social plutôt pacifiste, même très pacifiste, et aussi parce qu'à partir de 98, donc à peu près à la moitié du premier mandat d'Aznar, les bons résultats macroéconomiques de l'Espagne permettent de contenter en fait l'état-major et les officiers en leur disant attendez, on réforme, on va abolir le service militaire obligatoire, mais par contre, vous inquiétez pas, dans les budgets, vous ne serez pas oubliés. Vous allez pouvoir acheter plein de jouets. Je caricature un peu, mais c'était un peu ça le pacte. Alors, le budget de la défense espagnole progresse beaucoup entre 1998 et 2007, durant des années fastes, grâce au boom de l'immobilier en Espagne, grâce à la bonne tenue générale des comptes publics de l'État et du budget, et aussi parce que le ministère espagnol de la Défense profite précisément du boom de l'immobilier pour vendre ou louer des terrains militaires ou des bâtiments militaires inutilisés, qui du coup se vendent ou se louent à prix d'or. Donc ça fait une rentrée d'argent substantielle qui permet à l'Espagne de tenir en fait un calendrier d'achat et de modernisation de l'appareil militaire important. Donc tout ça, ça débouche vraiment sur un renouvellement de l'équipement et des véhicules de l'armée, et une politique d'investissement qui est assez ambitieuse quand même. Dans la mesure de l'Espagne, elle est une grande puissance moyenne, mais qui est assez ambitieuse. Le problème, c'est que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, comme disent nos amis banquiers, et que la crise économique de 2008, avec les restrictions budgétaires qui s'ensuivent, viennent stopper net l'élan de modernisation des forces armées espagnoles, avec des coupes très sombres dans le budget national, et en particulier dans le budget du ministère de la Défense. Tous les ministères ont souffert en Espagne et continuent de souffrir puisqu'il faut encore faire des efforts au nom des politiques de convergence de l'Union européenne. Mais en particulier, le ministère de la Défense a été très mal loti en Espagne. À tel point qu'aujourd'hui, à la faveur de la reprise économique, il y a une vraie grogne de l'état-major espagnol qui dit « bon, ne nous oubliez pas dans la reprise économique ». On s'est serré la ceinture très particulièrement durant la crise, tous les Espagnols l'ont fait, c'était normal que nous on le fasse aussi. Mais on a particulièrement souffert, alors ne nous oubliez pas.
La part en fait de la défense espagnole, des dépenses de défense espagnole dans le PIB n'a cessé de baisser depuis 2008, depuis le début de la crise. En 2008, les dépenses espagnoles de défense représentaient 1,36% du PIB. Vous savez que ce que demande l'OTAN, c'est 2% du PIB. On en était déjà relativement loin. En 2016, dernière donnée disponible, on en est à 0,91% du PIB. Il y a 2 pays dans l'OTAN qui dépensent une part de PIB plus petite pour leur défense que l'Espagne, c'est la Belgique et le Luxembourg. Voilà. Bon. Après, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont atteint ou dépassé 2% du PIB en dépenses militaires dans l'OTAN. Il y a les États-Unis, le Royaume-Uni, la Grèce, la Pologne et l'Estonie. Mais 0,91% c'est particulièrement bas, l'Espagne est vraiment en queue de peloton. Et si on veut d'autres chiffres qui peuvent être éventuellement parlants, en termes de dépenses par habitant, le ministère de la Défense est passé entre 2008 et 2016 de 330 € de dépenses par habitant à 273. C'est comme si aujourd'hui, chaque Espagnol mettait 273 € de sa poche dans la défense. Ce qui est relativement peu par rapport à d'autres pays comparables. Alors, ces coupes ont été vraiment drastiques et elles ont posé des problèmes majeurs d'organisation et parfois de survie pour l'armée. D'abord, ça a rendu une partie du matériel qui avait été acheté inopérant ou inutilisable, parfois par manque de carburant, parce qu'on n'achetait plus le carburant, ça coûtait trop cher. Je me souviens très bien de l'article qui est paru dans El País, qui n'est pas le journal le plus nationaliste et le plus à droite d'Espagne, donc on ne peut pas le soupçonner d'être militariste et va en guerre, qui publiait des tribunes d'officiers qui disaient on ne peut plus faire voler les avions de chasse, on n'a plus le carburant. Et quand on veut acheter du carburant, on nous dit pas maintenant. Faute d'entretien aussi de certains véhicules, de certains équipements. On n'en est pas arrivé jusqu'au défaut de paiement du ministère de la Défense vis-à-vis des employés, notamment des militaires, mais parfois ça a été limite. Il y a eu des symboles qui sont un peu mal passés. L'Espagne célèbre sa fête nationale tous les 12 octobre, en commémoration du 12 octobre 1492, c'est l'arrivée de Christophe Colomb dans les Antilles. Et il y a toujours un défilé militaire extrêmement important, qui ces dernières années s'est toujours déroulé à Madrid, mais qui pouvait éventuellement se dérouler dans une autre ville. Parfois c'était une autre ville, parfois c'était Barcelone, parfois Séville. Barcelone bizarrement un petit peu moins ces dernières années. Et qui permettait toujours aussi de faire un petit peu étalage, entre guillemets, dans de grands défilés militaires, du matériel militaire espagnol. Par ces dernières années, on avait dit aux avions d'arrêter de défiler, puis aux chars. Les avions s'y sont remis, les chars toujours pas. Il faut savoir que c'est important, cette fête nationale, parce que le roi préside la cérémonie, et le roi, constitutionnellement, est le chef des forces armées. Et en plus, lui, il a fait sa formation dans les 3 grandes académies militaires espagnoles, de terre à Saragosse, de mer à Marín en Galice, et de l'air à Carthagène, dans la région de Murcie, dans le sud-est du pays. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien le monde militaire. Donc ça, c'était un symbole qui, effectivement, passait mal devant les caméras. Alors, l'opinion publique était un peu divisée sur ce qu'on venait de faire avec l'armée, mais quand même, ça a alerté les gens. Alors, en juillet 2012, 6 mois à peu près après la grande déroute des socialistes aux élections générales de 2011 et l'obtention de la majorité absolue des conservateurs, et de Mariano Rajoy, qui est toujours président du gouvernement, donc dès juillet 2012, le ministre de la Défense de l'époque, qui a changé depuis, Pedro Morenes, a été chargé de la rédaction et de la publication d'un projet qui s'appelle Vision 2025, c'est toujours pompeux, Vision 2025. C'est un très joli titre pour dire quoi? En fait, pour dire, il y a un gros souci de financement des forces armées, on ne va pas y arriver, et il faut encore baisser le budget de la défense. Parce que 2012, et notamment l'été 2012, ça a été extrêmement chaud pour l'Espagne. C'était le moment où vraiment on pensait que la Troïka, BCE, FMI, UE, devrait venir à la rescousse de l'Espagne. Donc il a dit, voilà, il faut absolument faire quelque chose, et comme ce quelque chose, ça ne peut pas être l'augmentation des budgets, on va devoir trancher dans le vif. Et on ne peut pas tout faire, donc il va falloir réduire les effectifs pour éventuellement dégager un peu de marge budgétaire pour l'adaptation technologique de l'Espagne, les drones, la guerre cybernétique, etc. Donc il fallait, pour Pedro Morenes, le ministre de la Défense, prendre la suite de coupes qui avaient été entamées en 2008 par le gouvernement socialiste précédent, et qui avait déjà supposé des coupes d'1,5 milliard d'euros dans le budget. Donc vous savez, je vous ai dit que le budget 2016, c'est prévisionnel, c'est un peu plus de 5 milliards d'euros, ça pèse, c'est un cinquième quoi. Donc lui il a dit on va aller encore plus loin, et donc dans son projet Vision 2025, Vision 2005,
Il a dit, en 13 ans, on va supprimer 20 000 postes dans l'armée, dont 10 000 postes au sein de l'armée de l'air, 5 000 au sein de la marine et 5 000 au sein de l'armée de l'air. Et donc, si ce plan il est vraiment mené à son terme, et qu'on va jusqu'au bout des conséquences, ça va supposer notamment la disparition de 2 brigades de l'armée de terre, ainsi que la disparition, la fermeture, de plusieurs arsenaux et bases aériennes, et la suppression de 5 000 postes civils à peu près dans l'armée. Donc vous voyez, ça rigole pas beaucoup au ministère espagnol de la Défense. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de beaucoup plus récent? Parce que j'essaie de mettre vraiment ma conférence à jour au plus récent, il y a eu des mises à jour importantes. En 2015 et 2016, si vous avez suivi l'actualité, vous avez vu que l'Espagne a eu beaucoup de mal, suite à 2 élections parlementaires, à se trouver un gouvernement stable. Il a fallu s'y reprendre à 2 fois. Il a fallu attendre 315 jours pour que l'Espagne ait un gouvernement, comme si les problèmes économiques ne suffisaient pas. Et donc, Mariano Rajoy, le Premier ministre conservateur, est resté en poste. D'ailleurs, aujourd'hui, il est en poste depuis plus longtemps que François Hollande ne le sera jamais. Petit clin d'œil. Et donc, il a nommé un nouveau ministre de la Défense qui est une ministre. C'est pas la première fois que l'Espagne a une femme ministre de la Défense, c'est la 2e fois. Il y avait eu Carme Chacón, qui était une catalane sous le 2e mandat de Zapatero, socialiste. Et là, c'est une apparatchik du Parti populaire, du parti de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, qui a été nommée à ce poste de ministre de la Défense. Ça ne plaisait pas énormément à l'état-major, pas parce que c'était une femme, ça c'est pas le souci, mais parce qu'elle n'y connaît pas grand-chose en défense. Qu'elle a surtout progressé au sein du Parti populaire, le parti de Mariano Rajoy, et que le poste électif le plus important qu'elle ait jamais eu, ça a été présidente régionale de la Castille-La Manche, qui est une région du centre de l'Espagne au sud de Madrid. Alors, María Dolores de Cospedal, donc, qui était loin de faire l'unanimité au sein de sa nomination, en janvier 2016, donc il y a un peu plus d'un mois, à l'occasion de la Pâques militaire, qui est une fête militaire qui se déroule tous les 6 janvier au Palais Royal à Madrid, avec des défilés, etc., en présence du roi, elle a accordé une grande interview à la presse, notamment au journal conservateur ABC. Elle a déclaré qu'elle voulait parvenir, au cours de la présente législature, donc sur les 4 années qui viennent, à une remilitarisation, modeste, mais une remilitarisation quand même de l'Espagne. Alors, moi, il va falloir qu'elle m'explique comment elle va faire. Parce que les restrictions budgétaires, c'est pas fini en Espagne, et que le Parlement espagnol est plus divisé politiquement et idéologiquement que jamais. Il y a 2 nouveaux partis importants qui sont entrés au Parlement. Il y a Podemos de la gauche radicale, entre guillemets, et il y a Citoyens de la droite libérale, centre-droit libéral. Si le Parti populaire la suit sur cette idée d'une remilitarisation, ce qui n'est déjà pas assuré, s'il la suit, il va lui falloir convaincre au minimum le Parti socialiste, qui à mon avis n'est pas très favorable à des dépenses budgétaires un peu plus massives pour l'armée, voire les libéraux, c'est pas leur priorité, et je ne parle même pas de Podemos qui ne veut pas entendre parler d'armée espagnole. Pour l'armée espagnole, c'est mal. L'OTAN, c'est bien. L'armée espagnole, c'est mal. Ça en dit long sur Podemos. Donc je ne sais pas comment elle fera. Honnêtement, c'est un grand mystère, mais elle semble y croire, tant mieux pour elle. Alors, elle a aussi voulu rendre un peu plus visible la présence de l'Espagne à l'étranger. L'Espagne a encore un peu plus de 2200 soldats présents à l'étranger dans différentes opérations, notamment de maintien de la paix et d'entraînement de forces armées alliées. Donc elle a rendu visite aux troupes espagnoles déployées en Afrique. Il y en a au Mali, au Sénégal et en République centrafricaine, notamment sous le soutien de la France. Elle a également été en Asie, en Irak et au Liban. Et elle a également prévu de se rendre en Bosnie-Herzégovine, où il y a une force de maintien de l'armée, maintien de la paix espagnole, sous commandement ONU. En Afghanistan, et également dans l'océan Indien, où la marine espagnole est très présente dans le cadre de la lutte contre la piraterie. Donc elle veut rendre un peu plus présente l'armée dans l'État et aux yeux des Espagnols. L'objectif affiché par María Dolores de Cospedal, c'est parvenir dans 4 à 5 ans à 2% de dépenses militaires par rapport au PIB. Je vous rappelle, l'Espagne aujourd'hui c'est 0,91%. Autant dire que c'est irréaliste. Je vais y revenir, mais autant dire que c'est irréaliste. C'est un grand mystère, je ne sais pas comment on y arrivera. Donc, petit portrait relativement rapide, mais petit portrait des évolutions récentes de l'armée espagnole pour vous dire que ce n'est pas trop la joie. Sachant que moi je dis ça de façon relativement neutre, c'est-à-dire que
je ne suis pas, à titre personnel, nécessairement partisan d'une militarisation à outrance. Voilà, ça c'est des choix politiques à faire, avec des avantages et des inconvénients dans tous les cas. Mais si l'objectif affiché c'est de dire on va renforcer le ministère espagnol de la Défense et son budget, moi je veux bien, mais avec quel argent, avec quel consensus politique? Puis il y a l'Europe qui agit en mère tape dure derrière et qui dit attention au dépassement budgétaire. Bon. Alors, j'aimerais vous toucher aussi un mot de ce qui paraît être très important dans le secteur de la défense espagnole, qui est le secteur militaro-industriel, qui lui aussi a connu des évolutions en dents de scie, plutôt vers une expansion, mais une expansion modeste, alors qu'il aurait sans doute pu faire mieux et plus. Donc je vous avais dit qu'à l'issue de la guerre civile espagnole en 1939, il n'y a pas de réel secteur militaro-industriel espagnol, il n'y a pas de réelles industries compétitives et massives pour fournir à l'armée espagnole en matériel et en véhicules, notamment à cause des ravages de la guerre, de l'absence d'investissement dans le pays et de l'isolement international du pays dont je vous ai parlé. Donc en fait, l'Espagne attend surtout, à partir de 1953 et des accords de Madrid, elle attend surtout beaucoup des États-Unis pour l'aider à constituer progressivement un appareil militaro-industriel. Et en fait, cet appareil, il va véritablement éclore, au sens propre du terme, que dans les années 80. Il n'a pas été créé, les bases n'ont pas été jetées dans les années 80, mais dans les années 80, c'est à partir de cette décennie seulement qu'on peut parler d'appareils militaro-industriels et d'industrie de la défense espagnole performante. Ça a été rendu possible en partie par la France, mais aussi en partie par l'Allemagne et par le Royaume-Uni qui, à partir de l'ouverture progressive de l'Espagne dans les années 50, ont investi par le biais du secteur public ou du secteur privé en Espagne. C'est pas pour dire cocorico, hein, c'est juste pour le signaler. Donc, on peut commencer à parler dans les années 80 d'un secteur militaro-industriel espagnol digne de ce nom. Le problème, c'est que même durant les années vraiment de croissance économique, durant les années de vache grasse, comme entre 1998 et 2007, l'Espagne n'a jamais réellement profité de son enrichissement et de l'amélioration réelle et énorme de ses infrastructures. Hein. Pour ceux qui sont suffisamment âgés, qui ont connu l'Espagne dans les années 60 ou 70 et qui ont été ensuite, ça n'a plus rien à voir. Durant ces années-là, elle n'a même pas profité de son enrichissement et de l'amélioration de ses infrastructures pour miser sur la recherche et le développement en général et la recherche et le développement militaire en particulier. Parce que les Espagnols, ils appellent ça I+D+I, Investigación, Desarrollo et Innovación, recherche, développement et innovation. Et ça a été particulièrement le cas en matière d'armement et de complexes militaro-industriels. Alors il y a un très bon livre qui est paru à ce sujet, en 2006, ça date un tout petit peu, mais beaucoup de ses conclusions sont toujours d'actualité. Un livre français qui s'intitule « L'Espagne, quelle stratégie pour le XXIe siècle ?» qui avait été commandé par la délégation aux affaires stratégiques françaises. Et donc ce livre a été écrit par Valérie Mérindol et Christophe-Alexandre Paillard, qui connaissent assez bien le sujet de tout ce qui est stratégie, notamment stratégie militaire, et qui disait au plus fort de la croissance espagnole, dans les années 90-2000, au plus fort de la croissance portée en grande partie, pas seulement, mais en partie par le boom de la construction, l'Espagne elle consacrait 1,12% de son PIB à la recherche et au développement, en général. Loin des 2% de moyenne dans l'Union européenne. Il n'y avait que deux pays qui investissaient une part plus faible de leur PIB dans la recherche et le développement en général, et dans la recherche et le développement militaire en particulier, c'était la Grèce et le Portugal. Et ce financement, en fait, de la recherche et le développement, il était assuré pour l'essentiel par l'État, ce qui explique aussi l'écroulement de l'investissement dans la recherche et le développement avec la crise, parce qu'en réalité c'était l'État qui assurait l'essentiel de cet investissement, et une fois qu'il a fallu faire des coupes budgétaires, ça a été un peu violent. Les grosses multinationales notamment venaient un petit peu en renfort, mais pas tellement. En revanche, l'Espagne misait beaucoup dans la recherche et le développement en général, et dans la recherche et le développement de défense en particulier, sur des partenariats systématiques avec ce qu'on appelle le PRCD, le Programme Cadre de Recherche et de Développement de l'Union Européenne. Elle dit quasiment tous les programmes. C'est un peu paradoxal ce faible investissement parce que notre voisin, en fait, l'Espagne, a toujours eu la volonté, notamment depuis 1986 sur l'intégration dans la construction européenne, de placer la défense, le secteur aéronautique et le secteur spatial au cœur de ses préoccupations, pour apparaître comme un pays important et sérieux. Il faut savoir une chose, c'est que les Espagnols ont une préoccupation, et du coup ils sont très blessés du regard qu'on porte à leur égard à l'étranger parfois, c'est d'apparaître comme des gens, pas comme les meilleurs, hein, mais comme des gens sérieux, et comme des gens sur lesquels on doit compter. Donc,
l'Espagne voulait, à partir de 86 notamment, et l'intégration dans la CEE, absolument compter dans la recherche militaire, la recherche spatiale, la recherche aéronautique. Paradoxalement, le budget total de l'État espagnol, que l'État espagnol allouait au secteur stratégique dont je viens de parler, n'a cessé de diminuer à partir des années 90, et encore plus avec la crise. Entre 90 et 96, le secteur de la défense, de l'aéronautique et du spatial en termes industriels, ont connu une diminution de près de 30% de leur budget, et ont perdu 60% de leurs emplois. C'est quand même abyssal. Alors les firmes, les entreprises espagnoles concernées ont été obligées de s'adapter. Il y a quelques très gros poids lourds en Espagne, quelques-uns, qui ont été obligés de s'adapter, notamment en se tournant exclusivement vers l'étranger, en ne comptant plus sur le ministère espagnol de la Défense. Il y a quelques exemples. Il y a Indra, par exemple, qui est une multinationale assez importante, qui est sise à Alcobendas, dans la banlieue de Madrid, qui travaille en fait, elle, dans tout ce qui est technologie à haute valeur ajoutée, mais en particulier dans la défense, pas seulement, mais en particulier dans la défense. Si vous allez aussi dans un pays d'Amérique latine, il y a de très fortes chances pour que les systèmes de décompte des votes soient d'Indra, parce que Indra est spécialisé là-dedans aussi. Il y a d'autres entreprises dont je parlerai un petit peu après. Donc toutes ces entreprises-là, elles réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires à l'étranger, et surtout elles réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires dans le domaine civil. En 2003, c'était 61% de leur chiffre d'affaires, ça représente 4,5 milliards de dollars au total pour toutes les entreprises. Donc pas dans le domaine de la défense, c'est dire à quel point le secteur militaro-industriel espagnol a un peu de mal. Il y a d'autres grands champions de la défense espagnole, qui ne sont pas forcément connus du grand public français par ailleurs, mais c'est pas sûr que le grand public espagnol connaisse les grands champions de la défense française. Il y a Santa Barbara Sistemas qui conçoit des armes de poing, des missiles, des véhicules blindés. Il y a Hispasat qui gère tout ce qui est satellite, notamment satellites militaires. Ou encore Navantia qui est un spécialiste de la construction navale, qui est un gros pôle de la construction navale. Donc il y a ces quelques PME-là qui survivent bien, hein, mais qui survivent en prenant des commandes de l'étranger. Et puis il y a tout un réseau de PME très fragiles, notamment dans un environnement international très compétitif, et dans le cadre d'un libre-échange généralisé au sein de l'Union européenne. Donc le secteur militaro-industriel de l'Espagne, c'est un peu une dualité. C'est ces grosses multinationales qui s'en sortent par l'étranger, qui encaissent les chocs, et puis il y a le reste des PME qui font comme elles peuvent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains fleurons espagnols de la défense, comme Santa Barbara Sistemas dont je vous parlais, hein, ceux qui font les armes de poing, les missiles et les véhicules blindés, qui avaient été créés dans les années 60 par le régime franquiste et qui ont été vendus à des entreprises étrangères. Santa Barbara Sistemas a été vendu au début des années 2000 à l'américain General Dynamics. On commence à connaître très bien, nous aussi, ces histoires de vente à l'étranger, notamment aux Américains ou aux Allemands. Et ça, c'est une politique volontaire, c'est pas « oh zut, ils font une OPA hostile sur nous ». C'est une politique volontaire de la part de l'État espagnol, qui voulait, pour des raisons de rationalisation des coûts et de budget, s'en débarrasser. On peut dire que grosso modo aujourd'hui, il n'y a que 4 grandes entreprises espagnoles de la défense qui vraiment tiennent le choc au niveau international. Le reste, c'est des PME, ou des entreprises moyennes. Il y a Navantia, construction navale. Il y a CASA, le constructeur aéronautique espagnol qui aujourd'hui est intégré dans EADS. Santa Barbara Sistemas, dont je vous ai déjà parlé, qui fabrique entre autres des chars Léopard sous licence allemande. Et Indra, dont je vous ai parlé aussi. Auquel il faut ajouter une entreprise qui n'est pas proprement espagnole, mais dans laquelle l'Espagne a des parts importantes et qui est très implantée en Espagne, c'est Airbus Militari. Il y a quelques autres entreprises moyennes, mais qui au niveau international ne sont pas extrêmement compétitives. Il y a ITP, qui par exemple travaille dans le secteur de la maintenance aéronautique, qui participe au programme Eurofighter. Il y a l'entreprise Gamesa, qui est une multinationale de l'énergie et qui participe aussi à la fabrication de turbines aéronautiques et au fuselage des avions militaires. Ou encore une entreprise comme Sener, qui équipe les sous-marins Scorpène, par exemple. Mais grosso modo, les 4 grosses que je vous ai dit là, plus Airbus Militari, c'est l'essentiel. Donc dans ce sens, les partenariats européens ont été indispensables à l'Espagne pour vraiment essayer de trouver sa place dans le monde de l'industrie militaire européen et mondial. Il faut savoir que ça a été indispensable parfois pour la survie des entreprises. En 1995, Navantia, le gros constructeur naval espagnol, était au bord de la faillite. Le gouvernement socialiste s'est décidé à agir in extremis, mais c'était au bord de la faillite. Ça aurait été un drame national parce qu'il y avait encore des milliers d'emplois qui en dépendaient. Donc Navantia s'est allié à l'entreprise française DCNS. Le partenariat a moyennement marché dernièrement, mais en tout cas il y a eu un accord. Où Santa Barbara Sistemas s'est allié à l'entreprise allemande Krauss-Maffei. Bon.
Jawohl. L'Espagne n'est encore pas trop mal dans les classements internationaux si on regarde par exemple les plus gros vendeurs d'armes dans le monde. En 2015, selon l'Institut international pour la paix de Stockholm, l'Espagne était le 7e fournisseur d'armes au monde, ce qui par rapport à ce que je vous ai dit n'est pas trop mal encore. Avec pour principaux clients l'Australie, l'Arabie Saoudite et la Turquie. L'Espagne est très très liée économiquement à l'Arabie Saoudite. Elle représentait entre 2011 et 2015, l'Espagne à peu près 3,5% du marché militaire mondial. Ce qui pour un pays de 46 millions d'habitants n'est pas trop mal, hein. C'est correct. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est indispensable pour l'Espagne d'avoir des clients étrangers parce qu'il y a quand même beaucoup d'emplois et l'activité économique de régions entières parfois qui dépendent des grosses entreprises et de leurs contrats. Par exemple, Navantia, le constructeur naval, c'est le poumon économique, par exemple, d'El Ferrol, qui est une petite ville de Galice, où est né Franco d'ailleurs, bon je pense que ça n'a pas de rapport, où il y a des grands chantiers navals. Également Carthagène, dans le sud-est du pays, également San Fernando, en Andalousie. Bon. EADS Casa, donc Casa l'espagnol qui s'est intégré dans EADS, elle est présente dans la banlieue de Madrid, notamment à Getafe et à Barajas. Elle est présente sur 4 sites en Andalousie, dans l'agglomération de Séville, à Tablada et San Pablo, mais aussi dans l'agglomération de Cadiz, à Puerto Real et Puntales. Donc à Cadiz, il n'y a pas que la belle, hein, il y a aussi de l'industrie. Et elle est également présente, EADS Casa, à Barcelone et à Albacete, dans le centre du pays. Et il y a l'économie de régions entières qui parfois, alors ne dépend pas entièrement, mais partiellement de l'industrie militaire et de la recherche militaire. C'est le cas de la région de Madrid, la communauté de Madrid, qui est une région spécialisée industriellement parlant dans la recherche et dans les industries à haute valeur ajoutée, et qui dépend en fait des grandes entreprises espagnoles ou européennes de la défense, en partie, pour assurer son PIB régional. Donc ça c'est un aperçu général de l'armée, le secteur de l'armée et la défense espagnole. C'était ma première grande partie. Je passe à une deuxième partie qui sera plus courte. Ça, c'était vraiment le gros de ma conférence. La deuxième partie, c'est l'Espagne et l'OTAN. J'en ai un petit peu parlé, mais je vais essayer d'en parler plus précisément. L'Espagne et l'OTAN, quels sont ses rapports? Quelle est notamment, en premier lieu, l'histoire de l'Espagne au sein de l'OTAN? Vous rassurez pas, c'est pas une histoire. Rassurez-vous, c'est pas une histoire en 15 volumes. Notamment parce qu'en fait l'Espagne ne devient membre de l'OTAN qu'en 1982. C'est-à-dire que c'est le dernier des grands pays d'Europe occidentale à adhérer à l'OTAN. Et d'ailleurs, l'Espagne ne va entrer dans le commandement militaire intégré de l'OTAN qu'en 97-98 sous l'impulsion du conservateur José María Aznar. Donc c'est vous dire si l'Espagne a pris son temps. À la fois parce que sous la dictature franquiste, Franco et les principaux dirigeants civils n'étaient pas favorables à l'entrée de l'Espagne dans l'OTAN, et aussi parce que tous les pays européens n'étaient pas favorables non plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 82 ? En mai 82, le président du gouvernement espagnol, c'était un centriste, Leopoldo Calvo Sotelo, un anglophile par ailleurs, qui a conclu le processus d'adhésion de l'Espagne à l'OTAN, mais dans un contexte extrêmement houleux et polémique. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce processus d'adhésion ne faisait pas du tout l'unanimité politiquement et socialement, et à l'époque, toute la gauche espagnole était contre. Socialement, la société espagnole était extrêmement divisée sur la question de l'adhésion à l'OTAN. Il y avait des gens qui étaient très très défavorables, hein, qui disaient l'OTAN c'est l'instrument de l'impérialisme américain, ce qu'on n'entend plus aujourd'hui en Espagne, hein, y compris au sein de la gauche prétendument radicale. Mais vraiment, c'était des débats passionnés hein, qu'il y avait. Donc, les socialistes de Felipe González, qui vont être élus en octobre 82, donc 6 mois après, qu'est-ce qu'ils disent? Au départ, ils disent si on est élu, on sortira de l'OTAN. Bizarrement, l'échéance électorale approchant, ils disent si on est élu, il y aura un référendum sur la permanence de l'Espagne dans l'OTAN, ce qui est plus tout à fait la même chose. Mais bon, au moins c'est un référendum. Et ils disent, surtout, au départ, et puis on militera pour la sortie de l'OTAN. Et puis finalement, on militera pour la permanence de l'Espagne dans l'OTAN. Quelques évolutions comme ça, on se demande pourquoi. Finalement, ce référendum, il a lieu avant la fin du premier mandat de Felipe González et des socialistes, en mars 1986, à l'issue d'un débat vraiment très intense dans la société et les médias espagnols. Donc le président du gouvernement socialiste, Felipe González, et ses ministres, en fait, font campagne pour la permanence du pays dans l'OTAN, en disant « Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas un chèque en blanc pour les États-Unis, on va renégocier les termes de l'adhésion de l'Espagne. » Notamment sur 3 domaines.
on veut qu'il y ait moins de troupes militaires américaines en Espagne. Je vous avais dit qu'il y a encore aujourd'hui des bases militaires américaines en Espagne. Donc effectivement, ça, ils ont tenu promesse. Il y a moins de troupes américaines en Espagne aujourd'hui qu'il y en avait avant. Un maintien en dehors du commandement militaire intégré. Je vous ai dit que l'entrée dans le commandement militaire intégré, c'est fin des années 90 sous le premier mandat d'Aznar, le conservateur. Troisième critère pour renégocier cette adhésion de l'Espagne à l'OTAN, une sanctuarisation du territoire national. Ce qui veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'Espagne dit « nous ne voudrons pas de transport ou de stockage de matériel nucléaire sur notre sol ». Ce que les États-Unis, de fait, ont toujours respecté. Ça vient du fait à la fois du pacifisme de la société espagnole, de la grande méfiance des Espagnols vis-à-vis de l'énergie nucléaire. Il y a quelques centrales nucléaires en Espagne, mais elles ne font pas l'unanimité. Et aussi parce qu'il y a eu un petit incident en Espagne d'une bombe atomique américaine dans les années 60 qui est tombée sur le territoire espagnol. Oups, on l'a perdu. Ça s'appelle l'incident de Palomares. À l'époque, le régime franquiste avait essayé de tranquilliser la population en disant non, non, vous voyez, on fait des photographies sur le site, on se baigne dans la mer, parce que c'est à côté de la mer en Andalousie. Aucun souci, vous pouvez y aller. Bon, on a appris plus tard que ces photographies avaient été prises dans un tout autre endroit, parce que les ministres de Franco s'étaient pas risqués. Et aujourd'hui, l'Espagne demande toujours aux États-Unis de venir décontaminer la zone à ses frais. Donc voilà, en tout cas, ça avait été renégocié. Donc, société très divisée par rapport à l'OTAN, parti socialiste qui change d'avis, campagne extrêmement virulente. Finalement, le 12 mars 86, dimanche 12 mars, la permanence à l'OTAN, le oui à l'OTAN, l'emporte avec 52,5% des suffrages exprimés, ce qui n'est pas une avance énorme. Surtout que la participation est faible, il n'y a que 59% du corps électoral qui s'est déplacé, parce qu'il y a toute la droite, pas le centre, mais la droite qui a dit nous demandons à notre électorat de s'abstenir. Et il y a eu de nombreux votes blancs, 6,5% quand même. Les gens qui se sont déplacés ont voté blanc, ce qui est quand même considérable. Donc c'était oui à l'OTAN, mais un oui du bout des lèvres. Et finalement, au cours des 4 législatures qui vont être les siennes, le socialiste Felipe González, qui préside le gouvernement, va en réalité être victime un peu de la tension entre deux pôles. Le ralliement à l'OTAN et la volonté de maintenir l'Espagne dans une attitude plus neutre. Le ralliement franc à l'OTAN ou la politique de la neutralité qui avait été celle des premiers ministres, des présidents du gouvernement centriste à la fin des années 70. Il va par exemple refuser, donc j'ai dit, l'entrée de l'Espagne dans le commandement militaire intégré. Et puis il y a d'autres personnalités politiques espagnoles qui vont se dire, si on peut embêter les Américains, faisons-le. Il y a Manuel Fraga, qui est un ancien ministre franquiste, qui avait été ministre de l'information et du tourisme, alors de l'information comprenait de la propagande. Manuel Fraga, il se trouve qu'il avait été élu président régional de la Galice, région du nord-ouest du pays, qui est sa région d'origine. Il en a été élu président en 90 et il a quitté ses fonctions en 2005. Et ce monsieur, il avait d'excellentes relations avec Fidel Castro. Et il invitait Fidel Castro en Galice en disant « Viens retrouver la maison de tes ancêtres », parce que le père de Fidel Castro est originaire de Galice. Et donc finalement, il y avait eu des dissensions formidables au sein du pouvoir politique espagnol, y compris au niveau des régions, entre est-ce qu'on se rallie franchement à l'OTAN ou pas. Finalement, à partir de la fin des années 90 et du premier mandat de José María Aznar, la question est pliée, il y a un ralliement à l'OTAN. Mais, ça c'est un peu la deuxième partie de cette analyse un petit peu des relations entre l'Espagne et l'OTAN, c'est que la relation entre l'Espagne et l'OTAN a toujours été contrariée, et elle a toujours été perdante pour l'Espagne surtout. Les liens entre l'Espagne et l'OTAN sont souvent distendus, parce qu'en fait ils traduisent la distension régulière des liens entre l'Espagne et les États-Unis. Vous savez sans doute qu'en 2003, José María Aznar, qui était encore au pouvoir pour 1 an, avait engagé contre l'avis d'une forte majorité de la population espagnole ses troupes en Irak aux côtés des États-Unis. Il y avait des manifestations monstres, etc. Et que Zapatero, le candidat socialiste, avait dit si les socialistes sont élus, nous retirerons les troupes espagnoles d'Irak. En tout cas, les parties des troupes, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. En tout cas, ils ont retiré une partie des troupes espagnoles d'Irak, c'est vrai. Et depuis, par exemple, il n'y a jamais eu une relation en toute confiance entre Washington et Madrid, même au niveau politique. Alors, j'aimerais un tout petit peu revenir en arrière dans les années 80,
Dans les années 80, il y a un très bon ouvrage collectif qui est paru en 86. Alors il est un petit peu ancien, mais il y a beaucoup de ses conclusions qui sont toujours d'actualité. Un ouvrage collectif qui s'intitule L'Espagne dans l'Alliance Atlantique, España en la Alianza Atlántica, auquel ont collaboré de nombreux spécialistes militaires, des généraux espagnols, etc., dont un général qui écrit, je crois, le premier ou le deuxième article de cet ouvrage, qui s'appelle José Ucho Palassi, je pense qu'il est à la retraite maintenant. Et ce général, il dit, voilà, de quoi l'Espagne a besoin pour sa défense et sa sécurité en termes de stratégie, de géostratégie. Il faut qu'elle assure sa défense et indirectement la défense de l'Europe long d'un axe qui va des Baléares à l'est, qui passe par Gibraltar au sud, et qui va vers les Canaries à l'ouest. Ça, c'est vraiment l'élément central, l'élément clé de la défense espagnole. Il dit c'est d'autant plus clé que ça permet de contrôler l'accès à l'Atlantique et à la Méditerranée, que la Méditerranée c'est quand même une zone de tension, de guerre, et aujourd'hui c'est toujours le cas, hein, ça n'a pas changé, hein, il suffit de voir qu'il y a toujours des tensions, qu'il y a toujours des conflits, il y a une crise des migrants aujourd'hui, bref. Et il dit voilà, ça c'est vraiment indispensable. Le problème c'est que José Ucho Palassi, ce général qui écrit, il dit l'Espagne n'a pas besoin de l'OTAN pour ça. Il écrit quand même, hein, c'est pas n'importe qui, c'est un général. Il écrit l'Espagne n'a pas besoin de l'OTAN pour ça. Si elle a une politique militaire propre, elle y arrivera. Ou éventuellement en partenariat avec d'autres pays, par exemple mettons le Maroc, mettons la France. Et il dit bon, tant qu'à être dans l'OTAN, moi je ne suis pas favorable, voilà ce qu'il nous dit, mais tant qu'à être dans l'OTAN, autant que l'OTAN, justement, autant n'importe le vent, autant que cette organisation surveille et protège cet axe-là. Le problème, c'est que l'OTAN n'en a jamais rien à faire de cet axe-là. Ça ne l'intéresse pas du tout. L'OTAN, c'est aujourd'hui pour l'essentiel une organisation militaire dirigée contre la Russie, donc très bien positionnée par exemple en Europe centrale et orientale, mais pas du tout sur l'axe Baléares-Gibraltar-Canaries qui intéresse au premier chef l'Espagne. Pourtant, c'est pas faute pour Madrid de faire régulièrement valoir auprès des États-Unis les atouts que l'Espagne pourrait apporter en termes territoriaux et géopolitiques à l'Alliance, long de cet axe. Un axe qui partirait du Cap Saint-Vincent, par exemple au Portugal, qui passerait par Gibraltar, qui passerait par la baie de Cadiz, qui irait jusqu'au Cap de Gata, qui est un peu plus à l'est, mais aussi des points de défense qu'on appelle les places de souveraineté espagnole, qui sont des petites îles ou des petites enclaves espagnoles au large de l'Afrique du Nord ou au Maroc, par exemple les îles Safarine, Ceuta, Melilla, l'île au Persil, l'île d'Alboron, etc. L'archipel des Baléares, tous ces atouts-là, l'Espagne dit vous pouvez vous en servir. En défendant l'Espagne, vous défendrez aussi toute l'Alliance et toute l'Europe, et les États-Unis en fait ne s'y intéressent pas, et l'OTAN ne s'y intéresse pas. Il faut savoir par exemple que Ceuta et Melilla, les deux enclaves espagnoles dans le nord du Maroc, les deux principales enclaves espagnoles dans le nord du Maroc, ne sont pas sous régime OTAN, ne sont pas protégés par l'OTAN. Alors que l'Espagne l'avait demandé au départ, par exemple, en revanche les États-Unis protègent Gibraltar, alors que l'Espagne avait demandé aux États-Unis, au moment de l'adhésion à l'OTAN, écoutez, il faut que vous promouviez à terme la rétrocession de Gibraltar, qui est une colonie britannique, il faut que vous promouviez sa rétrocession à l'Espagne. Les États-Unis, ok, puis finalement, tout ce qu'ils font, c'est protéger Gibraltar militairement, mais pas Ceuta et Melilla. Donc l'Espagne se fait un peu avoir dans l'histoire. Et alors, l'Espagne apporte pourtant à l'OTAN. Elle apporte son territoire, et elle apporte des bases militaires. Je vous avais dit, Rota, dans la banlieue de Cadiz, Morón de la Frontera, près de Séville, Torrejón de Ardoz, près de Madrid, qui sont des bases militaires soit purement américaines, soit OTAN. Elle apporte aussi des hommes et du matériel quand l'OTAN fait de grandes manœuvres en Europe orientale ou dans les pays baltes, alors que l'Espagne, en toute honnêteté, se fiche des pays baltes, c'est pas du tout sa priorité, et l'Espagne n'a rien à y faire, ça ne concerne pas sa sécurité. Là encore, très récemment, la ministre de la Défense, María Dolores de Cospedal, a dit que l'Espagne allait envoyer 300 hommes, 6 chars Léopard et 15 blindés de la classe Pizarro dans les pays baltes. Bon, pourquoi faire? On se le demande. Enfin, on se le demande pas. Donc elle apporte plus à l'OTAN que ce qu'on pourrait croire malgré ses faibles dépenses militaires. Et là, le problème, c'est qu'il y a Donald Trump qui arrive, qui dit écoutez, l'OTAN c'est très bien, mais les États-Unis ne vont pas payer pour tout le monde. Il faut que tous les pays européens mettent la main à la poche, participent à l'effort militaire de l'OTAN. C'est la thématique du partage du fardeau qui est propre à Donald Trump, hein, qui revient régulièrement dans la politique américaine, et qui dit particulièrement à l'Espagne écoutez, vous êtes à 0,91% de dépenses militaires sur le PIB, c'est quand même ridicule.
il faudrait que vous parveniez à 2%. Il y a eu une réunion la semaine dernière à Bruxelles des ministres de la Défense de l'OTAN, où il y avait James Mattis, notamment le nouveau secrétaire d'État américain à la Défense. Et James Mattis a eu une réunion bilatérale avec María Dolores de Cospedal, la ministre de la Défense. Et María Dolores de Cospedal lui a promis, il dit oui, 2%, aucun problème, on y arrivera. C'est juste 12 milliards d'euros en plus, quoi. Ça se trouve hein, sous les sabots d'un cheval, comme chacun sait. Donc voilà où en est l'Espagne par rapport à l'OTAN. C'est compliqué et c'est plutôt perdant pour l'Espagne. Moi je dirais que c'est même franchement perdant. Il me reste à aborder un troisième grand point, j'espère que je suis à peu près dans les temps. D'accord, alors je vais vraiment synthétiser, je suis désolé, hein, je sais un crachoir longtemps. Tout ce qui concerne le terrorisme. Alors le terrorisme, c'est une vieille connaissance de l'Espagne, parce que même sans remonter au terrorisme anarchiste et à l'action directe du 19e siècle, qui a fait beaucoup de morts en Espagne, il y avait le terrorisme basque de l'ETA. Il faut savoir que l'ETA s'est créé en 1959 et que dès 1959, ils ont commencé à faire des attentats qui sont généralisés dans tout le pays, et il y a eu des milliers de morts en Espagne. Ça a permis aux forces de l'ordre et au gouvernement et aux services secrets espagnols, parfois au prix de certains débordements, comme légal, de se perfectionner dans la défense espagnole, dans le contre-terrorisme. Pour prévenir les attentats, pour arrêter les terroristes potentiels ou réels, pour poursuivre ceux qui étaient suspectés de complicité, mais également pour s'occuper psychologiquement et financièrement des victimes. On en parle en France avec les attentats qui ont eu lieu en 2015-2016. L'Espagne est très en avance là-dessus dans le soutien aux victimes. Et puis il y a eu le terrorisme fondamentaliste qui est plus récent en Espagne, le terrorisme fondamentaliste musulman. Il faut savoir que la première cellule djihadiste en Espagne, celle d'Al-Qaïda, se crée en 1994 en Espagne, et que 10 ans plus tard, le 11 mars 2004, il y a un attentat très important, que vous connaissez tous, qui est l'attentat de la gare d'Atocha. Donc le terrorisme, c'est quelque chose que les Espagnols et l'Espagne connaissent bien, et c'est l'un des rares sujets sur lesquels il y a un consensus politique assez fort, au moins entre les deux principaux partis que sont le Parti populaire à droite et le Parti socialiste ouvrier à gauche. Ils ont mené des politiques conjointes où ils ont poursuivi l'un la politique de l'autre. À partir de 2011, l'ETA annonce l'arrêt définitif de la lutte armée, ce qui permet aux services secrets espagnols et aux forces de sécurité espagnoles de se réorienter définitivement vers la lutte contre le terrorisme djihadiste qui devient la principale menace. Et d'ailleurs en 2015, selon les données du procureur général de l'État en Espagne, il y a une grande nouveauté, c'est que les forces de police et les services secrets ont arrêté plus de terroristes djihadistes présumés que de terroristes présumés de l'ETA. Il y a eu 94 terroristes djihadistes présumés arrêtés, contre 69 terroristes de l'ETA présumés arrêtés. Et l'Espagne en fait a été extrêmement en avance dans ce secteur de la lutte contre le terrorisme et du contre-terrorisme. D'abord parce qu'elle a augmenté très rapidement et substantiellement le nombre de policiers, de gardes civils, c'est plus ou moins les équivalents de nos gendarmes, et de membres des services secrets destinés à la lutte contre le terrorisme. Et elle a aussi de manière très précoce modifié son arsenal législatif pour punir beaucoup plus sévèrement les activités liées au terrorisme, à l'endoctrinement, à la radicalisation. Alors, pour aller très vite, parce que sinon il va me tuer, hein, je le connais, elle a notamment réformé son code pénal, très rapidement, mais elle a aussi fait passer ce qu'on appelle la Ley de Enjuiciamiento Criminal, on pourrait traduire par loi de procédure criminelle, qui a très tôt autorisé les recherches, par exemple, sur les réseaux sociaux et sur Internet, pour prévenir la radicalisation et le terrorisme. Et puis, elle a aussi regroupé tous les services contre-terroristes des renseignements au sein du CNI, le Centre National du Renseignement, afin de mieux les coordonner. Et elle a créé, au sein du CNI, donc des services secrets, ce qu'on appelle le CITCO, le Centre de Renseignement contre le Terrorisme et le Crime Organisé, qui est extrêmement efficace. En fait, elle a amélioré sa politique antiterroriste en 4 grandes phases, qui portent le nom de 4 plans politiques importants. Il y a le plan de prévention et de protection antiterroriste, le programme de prévention du radicalisme dans les prisons, mais c'est arrivé bien avant la France. Hein. On en parle aujourd'hui beaucoup en France, mais c'est arrivé bien avant ce qu'a fait la France. Le plan national de protection des infrastructures critiques pour éviter que les autoroutes, les centrales nucléaires, les barrages, etc. ne soient touchés. Et le plan contre la radicalisation. Et puis pour conclure, je dirais que l'une des grandes forces de l'Espagne dans la lutte antiterroriste, et une de ses grandes réussites qui fait que la politique antiterroriste de l'Espagne est aujourd'hui saluée au niveau international, comme une grande réussite véritablement, c'est qu'elle a lancé une coopération accrue
avec certains pays, dont la France et surtout le Maroc. Avec lequel il y a une très bonne entente de ce point de vue-là, y compris au plus haut niveau, c'est-à-dire entre les deux souverains. Et cette politique de coopération a permis de contribuer à créer une politique antiterroriste véritablement efficace et forte. Donc je vais en conclure là. Je vous ai brossé, pas assez rapidement visiblement, mais très rapidement ce qu'on pouvait dire sur la politique espagnole de défense et de sécurité. Je vous remercie.